vous croyez savoir ce qu'est le froid? Je le croyais aussi. À Chicago, on s'habitue au vent qui vous transperce la veste. Mais le froid que j'ai ressenti cette nuit-là, la nuit où ma vie a pris fin pour mieux renaître, n'était pas seulement lié à la météo. C'était ce froid glacial, ancré jusqu'aux os, de réaliser que les personnes censées vous protéger étaient celles qui tenaient le couteau. Tout a commencé comme n'importe quel mardi chez les Sterling. Mon frère Jake, l'enfant prodige, la star du football, le gars qui ne pouvait rien faire de travers, faisait les 100 pas dans le salon. Il avait 22 ans, vivait toujours chez nos parents, attendant sa grande percée chez les pros, ce qui consistait principalement à faire la fête et à conduire les voitures que mes parents lui achetaient. Moi, j'avais 18 ans et j'essayais simplement de terminer mes devoirs de calcul à la table de la cuisine. John, a aboyé Jake en claquant des doigts. Je dois écrire cet email au recruteur maintenant. Dis-lui que j'étais malade la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai raté les essais. Je n'ai pas levé les yeux. J'étais fatigué. Fais-le toi-même, Jake. J'ai un examen final demain. Le silence s'est abattu dans la pièce. Dans notre maison, on ne disait pas non à Jake. Mes parents, Robert et Eleanor, avaient bâti tout un écosystème autour de son ego. Il était le fils, et nous n'étions que la poussière qu'il foulait du pied. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Jake a chuté d'une octave. Il s'est approché, ses lourdes bottes frappant le plancher de bois. J'ai dit non, ai-je répondu, la main tremblante alors que je serrais mon crayon. Tu as raté les essais parce que tu avais trop bu. Je ne mentirai plus pour toi. Ce fut le déclic. Jake n'a pas discuté. Il n'a pas débattu. Il a simplement réagi. Il a attrapé le dossier de ma chaise et a tiré brusquement. J'ai volé en arrière, m'écrasant sur le sol. Avant que je puisse me relever, il m'a donné un coup de pied violent dans les côtes. L'air a quitté mes poumons dans un sifflement. Petit rat ingrat, a-t-il craché. Tu crois que tu es meilleur que moi parce que tu as de bonnes notes? Personne ne se soucie de tes notes, John. Personne ne se soucie de toi. J'ai essayé de me lever, l'adrénaline inondant mon système. Au moins, je ne suis pas un parasite, ai-je crié en retour. Ce fut une erreur. Jake a saisi mon bras gauche. Il l'a tordu derrière mon dos, le poussant de plus en plus haut. J'ai hurlé. Dis que tu es désolé, a-t-il sifflé. Non. Crac. Le bruit fut sinistrement fort, comme une branche sèche se brisant dans une forêt silencieuse. Une douleur brûlante a explosé dans mon avant-bras. Je suis tombé à genoux, agrippant mon bras, haletant, les larmes brouillant instantanément ma vision. C'est à ce moment que mes parents sont entrés. Ma mère, Eleanor, portait son collier de perles, tout juste revenu d'un dîner de charité. Mon père, Robert, ajustait ses boutons de manchette. Ils m'ont vu sur le sol, berçant un bras visiblement cassé, tandis que Jake se tenait au-dessus de moi, le torse haletant. Qu'est-ce qui se passe ici, a exigé mon père. John m'a attaqué, a immédiatement crié Jake, pointant un doigt vers moi. Il est devenu fou. Il a essayé de me frapper avec la chaise parce que je lui ai demandé de baisser sa musique. J'ai dû me défendre. J'ai levé les yeux vers eux, la douleur me donnant la nausée. Il ment, ai-je haleté. Il a cassé mon bras parce que je ne voulais pas écrire son email. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin d'un médecin. Ma mère m'a regardé. Puis elle a regardé Jake. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Ce n'était pas une question de vérité. Ce n'était jamais une question de vérité. C'était une question d'image. Jake était le visage de la famille. Je n'étais qu'une dépense. Arrête d'être si dramatique, John, a dit ma mère, la voix glaciale. Elle s'est approchée de Jake et a épousseté une poussière imaginaire sur son épaule. Est-ce que tu es blessé, mon chéri? Est-ce qu'il t'a fait mal? Ma main me fait mal à force d'avoir dû parer ses coups, a menti Jake en se frottant les articulations. Tu vois ce que tu as fait. Mon père s'est tourné vers moi, le visage rouge. Tu viens dans cette maison, tu manges à notre table, et puis tu essaies d'agresser ton frère. Celui qui a réellement un avenir. Papa, mon bras est cassé, ai-je crié en le montrant. L'angle était mauvais. Il était tordu. Ne hausse pas le ton avec moi, a-t-il rugi.
J'en ai assez de ta jalousie. Tu essaies de saboter Jake depuis sa naissance. Je ne garderai pas un voyou violent sous mon toit. Je n'arrivais pas à y croire. C'était moi qui étais au sol. C'était moi qui souffrais, mais dans leur réalité déformée, j'étais le méchant. Sors, a dit mon père. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. J'en ai fini de payer pour toi. J'en ai fini avec ton attitude. Il pleut dehors, ai-je bégayé. Il fait 0 degré. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème, a ajouté ma mère, sans même me regarder. Elle était trop occupée à vérifier les mains de Jake. Peut-être qu'une nuit dans la rue t'apprendra la gratitude. Mon père m'a saisi par le col de ma chemise. Il m'a traîné, physiquement traîné, vers la porte d'entrée. Chaque choc envoyait des décharges d'agonie dans mon bras cassé. J'ai essayé de trouver mes appuis, mais il était costaud et j'étais en état de choc. Il a ouvert la lourde porte en chêne. Le vent hurlait, projetant des trompes d'eau glacée dans l'entrée. « Attends, mes affaires » ai-je crié. Ma mère est apparue depuis le couloir. Elle avait mon vieux sac de sport, celui tout usé que j'avais depuis le collège. Elle n'avait pas emballé mes vêtements. Elle n'avait pas pris mon ordinateur. Elle avait juste jeté tout ce qui traînait sur le sol de ma chambre dans le sac. Elle l'a lancé vers moi. Il a atterri dans une flaque d'eau dans l'allée. « Tiens » a-t-elle dit. « Emporte tes ordures avec toi. » Mon père m'a poussé. J'ai trébuché sur les marches, glissant sur le béton mouillé, atterrissant durement sur mon bon épaule. La pluie a immédiatement traversé mon t-shirt fin. C'était glacial, un froid mordant et anesthésiant qui ressemblait à des aiguilles sur ma peau. J'ai levé les yeux. Ma famille se tenait dans la lumière dorée et chaleureuse du seuil. Ça ressemblait à une peinture de Norman Rockwell, à l'exception de la cruauté gravée sur leur visage. Jake s'est avancé. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un trousseau de clés. Il les a fait tournoyer autour de son doigt. Le logo Lamborghini brillait sous la lumière du Porsche. C'était son cadeau d'anniversaire de la semaine dernière. Bonne marche, minable, a ricané Jake. Ne t'inquiète pas pour ta chambre. Je vais la transformer en vitrine à trophées. Ma mère a posé une main sur l'épaule de Jake. Entre, Jake. Tu ne voudrais pas attraper froid en parlant à ce type. Mon père m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, seulement du dégoût. Si tu appelles la police, John, je m'assurerai que tu n'entres jamais à l'université. Je te détruirai. J'ai des avocats qui peuvent t'enterrer avant même que tu remplisses ton dossier d'inscription. Tu comprends? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes dents claquaient trop fort. La lourde porte s'est refermée. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Puis, le verrou a tourné. Clic. J'étais seul. Je me suis levé, berçant mon bras cassé contre ma poitrine pour le stabiliser. La pluie se mélangeait aux larmes sur mon visage. J'ai marché jusqu'à la flaque et j'ai ramassé mon sac trempé. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était probablement ruiné. J'ai regardé la maison une dernière fois. Je pouvais les voir à travers la fenêtre du salon. Ma mère servait du vin. J'écriais, mimant un geste de lancer, probablement en train de rejouer la scène où ils m'avaient jeté à travers la pièce. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air soulagés. Ce fut le moment où quelque chose en moi a craqué, plus fort que mon os. Je ne sentais plus le froid. Je ne sentais plus la douleur dans mon bras. Tout ce que je ressentais, c'était une rage brûlante au centre de ma poitrine. C'était un carburant. C'était une promesse. Je me suis détourné de la maison et j'ai commencé à marcher le long de l'allée vers la rue sombre. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de manteau. Je n'avais pas d'argent. Mais alors que je m'enfonçais dans l'obscurité, j'ai fait un vœu à la pluie glaciale, je survivrai à ça. Et un jour, je reviendrai. Je ne crierai pas. Je ne me battrai pas. Je vais racheter le sol sous vos pieds, et je vais vous enterrer dedans. Ils pensaient avoir juste sorti les poubelles. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils venaient de créer leur pire ennemi. Les 48 premières heures furent un flou d'agonie. J'ai marché 6 kilomètres jusqu'aux urgences les plus proches. Je suis resté dans la salle d'attente, trempé,
tremblant si violemment que l'infirmière a cru que je faisais une crise d'épilepsie. Quand ils ont demandé ce qui s'était passé, j'ai menti. Je devais le faire. La menace de mon père concernant les avocats résonnait dans mes oreilles. Je savais à quel point Robert Sterling était puissant. Il avait des juges dans ses contacts, alors j'ai dit que je suis tombé dans des escaliers dans un parc. Ils ont mis mon bras dans un plâtre. Le médecin m'a regardé avec pitié, voyant mes vêtements trempés et mon sac en lambeaux, mais il n'a pas insisté. À ma sortie, l'assistante sociale m'a donné une liste de refuges. Bonne chance, fiston, a-t-elle dit. C'était ça, mon héritage. Une liste de refuges pour sans-abri et un sac plastique rempli d'analgésiques. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai vécu un cauchemar. Je dormais sous un pont près des voies ferrées parce que les refuges étaient complets ou trop dangereux. J'ai appris rapidement qu'un bras cassé fait de vous une cible dans la rue. J'ai dû me battre pour des restes de nourriture. J'ai fait la plonge dans un petit restaurant miteux en échange de soupe. Chaque nuit, en fixant le béton sous le pont, je pensais à eux. Je pensais à Jake conduisant sa Lamborghini vers des fêtes. Je pensais à ma mère achetant de nouveaux rideaux alors que son fils dormait sur du carton. La haine me gardait au chaud. Un soir, un homme s'est assis à côté de moi au restaurant. Il était âgé, vêtu d'un costume effiloché, lisant un gros livre sur le droit des affaires. Il s'appelait Monsieur Henderson. Il m'a vu essayer de lire un journal jeté avec ma seule main valide. « Tu es un gamin intelligent », a-t-il dit sans lever les yeux. « Qu'est-ce que tu fais à faire la plonge ?»« Je survis », ai-je répondu. « La survie est pour les animaux », a-t-il répliqué en me regardant enfin. « Les hommes construisent. »« Que veux-tu construire ?»« Un cercueil », ai-je dit sombrement. « Pour une dynastie. » Il a souri. C'était un sourire de requin. « Alors tu ferais mieux d'apprendre comment fonctionne la loi. C'est la seule arme qui ne laisse pas de sang sur vos mains. » Monsieur Henderson est devenu ma bouée de sauvetage. C'était un ancien avocat radié. Brillant, mais alcoolique. Il m'a tout appris. Il m'a aidé à naviguer dans le système pour obtenir une aide financière en tant que mineur émancipé. J'ai obtenu mon équivalent du bac, puis j'ai intégré un collège communautaire. J'ai cumulé 3 emplois, concierge, gardien de nuit, livreur. Je ne dormais pas. Je ne sortais pas. Je ne m'amusais pas. Je travaillais juste. J'ai été admis dans une université d'État avec une bourse complète. Je me suis spécialisé en comptabilité et en prêt-droit. Pendant que les autres faisaient la fête, je potassais la comptabilité légale. Je suis devenu obsédé par le flux de l'argent. L'argent était le sang du monde. Et si vous saviez comment le suivre, vous pouviez tuer n'importe quelle bête en coupant son approvisionnement. 7 ans ont passé. J'ai obtenu mon diplôme en tête de classe. Puis l'école de droit. J'ai décroché un poste au ministère de la Justice, spécifiquement dans la division des crimes financiers. Mon salaire n'était pas énorme au début, mais mon pouvoir grandissait. J'ai commencé à monter un dossier sur la famille Sterling. Ce ne fut pas difficile de trouver les failles. Mon père, Robert, dirigeait une organisation caritative massive appelée la Fondation Sterling. Sur le papier, il construisait des orphelinats et soutenait les vétérans. Mais en creusant dans les rapports fiscaux publics, les chiffres ne concordaient pas. Il y avait des millions d'euros circulant vers des sociétés écrans aux Caïmans. Et puis, il y avait Jake. Jake n'a jamais intégré la NFL. Il s'est détruit le genou 1 an après mon départ. Le karma travaille de manière mystérieuse. Maintenant, il était listé comme consultant pour la fondation, touchant un salaire de 400 000 € par an, mais aucune trace ne prouvait qu'il accomplissait le moindre travail. J'ai creusé plus profondément. J'ai trouvé des rapports de police qui avaient disparu. Des plaintes pour agression contre Jake qui avaient été classées mystérieusement. Des règlements versés à de jeunes femmes sous le nom de frais de conseil NDA dans le grand livre. Mes parents n'étaient pas seulement méchants, ils étaient criminels. Ils utilisaient l'argent de la charité pour corrompre la police, faire taire les victimes et financer leur train de vie somptueux. Ils volaient les orphelins pour s'acheter des Rolls-Royce. Cette réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils m'avaient jeté dehors pour préserver l'image de la famille, alors qu'ils dirigeaient une entreprise criminelle. Je savais qu'il me fallait plus que de simples déclarations d'impôts.
Il me fallait la preuve ultime. Il me fallait les preuves physiques. Ma grande chance est arrivée lorsque j'ai été promu procureur spécial pour une force opérationnelle fédérale ciblant la fraude caritative. Mon chef, une femme au caractère bien trempé nommée la procureure générale Reynolds, m'a convoqué dans son bureau. « John », a-t-elle dit en jetant un dossier sur son bureau. « Nous avons un lanceur d'alerte d'une organisation caritative de taille moyenne dans votre ville natale. Il affirme que les propriétaires blanchissent de l'argent pour un cartel et corrompent la police locale. C'est un désastre. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît la région pour entrer discrètement, évaluer la situation et monter un dossier RICO. » J'ai regardé le nom sur le dossier, Fondation Sterling. Mon cœur s'est arrêté. C'était ça. L'univers me tendait l'épée. Je m'en charge, ai-je dit, gardant une voix assurée. Je connais bien la région. Bien, a-t-elle dit. Vous y allez en tant qu'auditeur indépendant. Ne leur dites pas que vous travaillez pour le ministère de la Justice avant d'avoir les menottes prêtes. Nous voulons les prendre en flagrant délit. Je suis rentré dans mon modeste appartement ce soir-là et j'ai fait mes valises. Je n'ai pas pris de sac en lambeaux cette fois. J'ai emballé un costume italien sur mesure. J'ai pris mon badge. J'ai pris une pile d'assignations à comparaître. Je me suis regardé dans le miroir. Le gamin terrifié avec le bras cassé avait disparu. En face, un homme aux yeux froids et à la mâchoire de pierre. J'avais passé 10 ans à ramper dans la boue pour pouvoir marcher à nouveau sur le seuil de leur porte sans frapper. Je rentre à la maison, maman, papa, ai-je chuchoté au reflet. Et j'apporte la tempête avec moi. Revenir dans ma ville natale fut une expérience surréaliste. Les rues semblaient identiques, bordées des mêmes chaînes, mais le sentiment était différent. Je n'étais plus la victime. J'étais le prédateur. Je me suis installé dans le plus bel hôtel de la ville. Ironiquement, l'endroit où mon père tenait ses fêtes d'anniversaire. J'ai loué une berline noire, sobre, professionnelle, sans clinquant. Je n'étais pas là pour frimer. J'étais là pour travailler. Mon rôle était simple, j'étais un auditeur judiciaire de haut niveau engagé par l'État pour un contrôle de conformité de routine sur leur statut d'exonération fiscale. C'était une procédure standard qui agaçait généralement les riches mais ne les effrayait pas. Mon objectif était d'entrer dans le bâtiment, d'accéder à leur serveur physique et de trouver le lien avec les pots de vin. Mais d'abord, je devais le voir. Je devais voir Jake. Je savais où il serait. Chaque vendredi après-midi, Jake tenait cours à l'Oak Haven Club, un club privé exclusif où l'élite de la ville se rassemblait pour caresser son ego. J'y suis allé. Je suis entré dans le salon, commandant une eau pétillante. Je me suis assis dans une cabine au fond et je l'ai observé. Il était là. Jake n'avait pas bien vieilli. À 32 ans, il était bouffi. Son visage était gonflé par l'alcool, ses cheveux s'éclaircissaient. Il était bruyant, tapant sur la table, riant de ses propres blagues. Il était entouré de sycophantes, des gens qui n'étaient là que parce qu'ils payaient les verres. Il portait une montre Tapa accent grave-l'œil qui coûtait probablement plus cher que ma première année d'études. Dehors, je l'avais vu, la Lamborghini Urus vert citron. Garée sur 2 places handicapées. Typique. Je l'ai observé pendant 1 heure. J'ai vu la façon dont il aboyait après la serveuse. J'ai vu la façon dont il attrapait le bras d'une jeune femme qui essayait de s'éloigner de lui. Il n'avait pas changé. Il était toujours un tyran. J'ai fini mon verre et je suis sorti. Alors que je traversais le parking, j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La Lamborghini verte est arrivée en trombe, beaucoup trop vite. Je me suis arrêté, sans broncher. La voiture a crissé devant mes jambes. La fenêtre s'est baissée. J'ai qu'à passer la tête, le visage rouge et en sueur. « Fais gaffe où tu marches, idiot » a-t-il hurlé. « Cette peinture coûte plus cher que ta vie. » Il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? Il se souvenait d'un adolescent scrogny et terrifié. Il ne reconnaissait pas l'homme de 1m88 dans son costume sur mesure debout devant lui. Je me suis penché, posant mes mains sur le rebord de sa fenêtre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Jolie voiture, Jake » ai-je dit calmement. Dommage qu'il lui arrive quelque chose. Il a cligné des yeux, confus par mon manque de peur. « Je te connais » ? Pas encore, ai-je souri.
C'était un sourire froid. Mais tu vas apprendre. Je me suis détaché de la voiture et j'ai continué à marcher. Et, a-t-il crié derrière moi. Pour qui tu te prends? Tu sais qui est mon père? Je ne me suis pas retourné. J'ai juste levé la main dans un salut paresseux. Oh, je sais qui est ton père, Jack. Et je sais qu'il ne pourra pas te sortir de ce qui arrive. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège de la Fondation Sterling. C'était une monstruosité de verre au centre-ville. J'ai présenté mes titres à la réceptionniste. Je suis ici pour voir Monsieur Sterling concernant l'audit de l'État, ai-je dit. 5 minutes plus tard, mon père est sorti. Robert Sterling semblait plus vieux, plus gris, mais il avait toujours cette démarche arrogante. Il a tendu la main, affichant son sourire de politicien. Monsieur Reynolds, c'est ça, a-t-il demandé en regardant ma carte de visite, qui utilisait mon deuxième prénom. Mon assistante dit que vous êtes là pour le contrôle de conformité. D'habitude, nos avocats nous envoient les fichiers par la poste. Je préfère être minutieux, Monsieur Sterling, ai-je dit en lui serrant la main. Sa poigne était faible. Nouvelle réglementation de l'État. Nous devons vérifier les actifs physiques et croiser les dépenses caritatives avec la base de données des bénéficiaires. Il a froncé les sourcils pendant une seconde. Cela semble excessif. Nous faisons un travail excellent ici. Nous venons de lever 3 millions d'euros pour le fonds de bienfaisance des policiers. J'en suis sûr, ai-je dit, gardant un visage neutre. C'est en fait l'un des fonds que nous devons examiner. Il y avait des irrégularités dans les décaissements. Des irrégularités? Son sourire a disparu. Écoutez, fiston. Je ne sais pas qui vous a envoyé, mais le nom Sterling est immaculé dans cette ville. J'en suis sûr, ai-je dit. Alors vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? Il m'a fixé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'avait reconnu. J'ai vu un éclair de familiarité dans ses yeux. Peut-être était-ce mon nez ou la forme de ma mâchoire, mais il a écarté l'idée. Pour lui, son fils John était mort ou en train de pourrir dans un caniveau quelque part. Il ne pouvait pas concevoir que l'auditeur professionnel en costume à 2000 € était le gamin qu'il avait jeté sous la pluie. Très bien, a-t-il claqué. Mon assistant vous installera dans la salle de conférence, mais faites vite. Nous avons notre gala du 30e anniversaire ce week-end, et je ne veux pas que vous nous gêniez. Oh, je ne manquerai le gala pour rien au monde, ai-je dit. J'ai entendu dire que ce serait une soirée mémorable. Il a grogné et est parti. Dès qu'il a été parti, j'ai relâché un souffle que je ne savais pas retenir. J'étais dedans. J'avais l'accès. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette salle de conférence. Mais je ne regardais pas seulement les fichiers qu'ils me donnaient. Je piratais leur réseau interne. J'ai utilisé un programme de décryptage par force brute que j'avais développé avec un ami au ministère de la Justice. Il m'a fallu jusqu'à jeudi soir pour craquer la partition cryptée du serveur principal. Et là, c'était là, le registre de l'ombre. Ce n'était pas seulement de la corruption. C'était massif. Il blanchissait de l'argent provenant de cartels de la drogue via la charité, en le nettoyant et en prenant une commission de 15%. Il payait des juges. Il payait la commission d'urbanisme. Et puis, j'ai trouvé le dossier EGEC. C'était un sous-dossier. À l'intérieur, des copies scannées de chèques, 50 000 € à S. Martinez, accord de confidentialité concernant une agression, 1 million € à l'officier Miller, destruction de preuves pour conduite en état d'ivresse, 25 000 € à L. Davis, règlement à l'amiable, affaire de paternité. Mon estomac s'est noué. Ils avaient dépensé des millions pour couvrir GEC. Des millions d'euros d'argent sale pour que leur enfant prodige continue de briller, alors que moi, j'avais mangé dans les poubelles. Mais le fichier numérique ne suffisait pas. J'avais besoin d'un témoin. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse témoigner de l'intention. J'ai regardé les registres de paix. J'ai remarqué un nom qui avait été licencié brusquement il y a 3 ans, Martha Higgins, gouvernante, 20 ans de service. Je me souvenais de Martha. C'était la seule personne dans cette maison qui m'avait parfois glissé un biscuit ou pensé une écorchure quand mes parents ne regardaient pas. J'ai trouvé son adresse. Elle vivait dans un complexe d'appartements délabrés en périphérie de la ville. Je suis allé la voir tard dans la nuit. J'ai frappé à la porte. Une vieille femme a ouvert,
scrutant à travers la chaîne. Oui. Martha, ai-je dit doucement. C'est John. John Sterling. Ses yeux se sont agrandis. Elle a déverrouillé la porte et l'a ouverte. Elle a halté, couvrant sa bouche. Johnny, a-t-elle chuchoté. Oh, mon doux petit garçon. Nous pensions que tu étais mort. Elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait la lavande et le vieux papier. C'était la première fois qu'une figure maternelle me serrait dans ses bras depuis 10 ans. Je me suis assis dans sa petite cuisine et j'ai bu du thé. Je lui ai dit que j'allais bien. Puis je lui ai demandé pourquoi elle avait été licenciée. Son visage s'est assombri. J'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir, Johnny. J'ai vu ta mère brûler des papiers dans la cheminée, mais l'un d'eux n'a pas brûlé. C'était un carnet. Je l'ai repêché après son départ. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Tu l'as toujours? Je l'ai gardé, a-t-elle dit. Je savais qu'ils étaient mauvais. Je l'ai gardé au cas où tu reviendrais. Elle est allée dans sa chambre et est revenue avec un carnet noir carbonisé. Je l'ai ouvert. C'était l'écriture de ma mère. C'était un journal de paiement. Il détaillait les pots de vin. Il détaillait la haine. Il y avait une entrée de la nuit où il m'avait jeté dehors, enfin débarrassé du superflu. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la carrière de Jake sans distraction. Robert a payé le chef de la police pour ignorer tout appel de John. J'ai refermé le livre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids pur de larmes que je tenais désormais. Merci, Martha, ai-je dit en me levant. Tu viens de sauver le monde. Qu'est-ce que tu vas faire, Johnny, a-t-elle demandé. Je vais au gala, ai-je dit. Et je vais faire un discours. Avec le journal de Martha et le registre numérique sécurisé, j'avais assez pour les envoyer en prison à vie. Mais je voulais plus que la prison. Je voulais la destruction totale. Je voulais démanteler leur réputation si minutieusement que même les rats ne voudraient pas être associés au nom Sterling. J'avais 24 heures avant le gala. J'ai appelé mon équipe. Agent Reynolds, ai-je dit dans le téléphone. C'est validé. J'ai besoin que les actifs soient gelés exactement à 20 h demain soir. J'ai besoin que les mandats soient signés et amener l'équipe SWAT. Ils ont une sécurité privée armée. Compris, John, a-t-elle dit. Soyez prudent. S'ils découvrent qui vous êtes avant le raid, vous êtes en danger. Ils ne le feront pas, ai-je dit. Ils sont trop occupés à se célébrer eux-mêmes. J'ai passé la journée suivante à rencontrer les victimes listées dans les dossiers. Ce fut la partie la plus difficile. J'ai rencontré Sarah Martinez dans un café. Elle était marquée, physiquement et émotionnellement. Quand je lui ai dit qui j'étais et ce que je faisais, elle a pleuré. Je pensais être seule, a-t-elle dit. Tes parents? Ils m'ont dit qu'ils tueraient mon chien si je parlais. Ils m'ont donné de l'argent et m'ont fait signer un papier. Ce papier est nul, ai-je dit en lui tendant une assignation. C'est ta chance, Sarah. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je suis la loi maintenant, et je te dis qu'ils ne peuvent plus te faire de mal. J'ai rassemblé 5 victimes, 5 femmes dont Jake avait ruiné la vie. Je ne leur ai pas demandé de venir au gala. C'était trop dangereux. Je leur ai juste demandé des déclarations sous serment. Elles me les ont données volontiers. Samedi après-midi, les pièces étaient en place. Je suis allé chez un tailleur haut de gamme et j'ai acheté un smoking. Bleu nuit, net, cher. Je voulais ressembler au prince des ténèbres venant réclamer son dû. J'ai regardé l'invitation que j'avais confisquée au bureau, Fondation Sterling, 30 ans d'excellence, cravate noire. Je suis allé au lieu de rendez-vous, la grande salle de bal du Ritz. Le parking était plein de Bentley, de Ferrari, et bien sûr, la Lamborghini Urus verte, garée juste devant sur le tapis rouge. J'ai garé ma berline de location derrière. J'ai rejoint le détective Miller, un bon flic de la police d'État que j'avais mis dans la boucle, en contournant le chef local corrompu. Le périmètre est sécurisé, a dit Miller. Mes gars sont en civil à l'intérieur en tant que serveurs. On attend votre signal. Le signal, c'est quand je lâcherai le micro, ai-je dit. J'ai ajusté mes boutons de manchette. J'ai vérifié la poche intérieure de ma veste où le mandat était plié. J'ai pris une grande inspiration.
Allons faire la fête. La salle de bal était étouffante d'opulence. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient au plafond. Les tables étaient drapées de soie. La pièce centrale de chaque table était un bouquet massif d'orchidées blanches, les préférées de ma mère. La pièce sentait le parfum cher et l'hypocrisie. Il y avait 300 personnes. Le maire, les juges, les magnats des affaires. Tous ceux qui avaient détourné le regard pendant des décennies. Je me tenais dans l'ombre près du fond, en train d'observer. Mon père était sur scène, tenant un micro. Il avait l'air royal. Ma mère se tenait à côté de lui, rayonnante, serrant un bouquet de roses. Jake était là aussi, l'air ennuyé, pianotant sur son téléphone, appuyé contre le pupitre comme s'il possédait l'endroit. Merci à tous, a tonné Robert, sa voix amplifiée à travers la salle. 30 ans, c'est long. Quand Eleanor et moi avons lancé cette fondation, nous avions un rêve. Un rêve d'une communauté où tout le monde aide tout le monde. La foule a applaudi poliment. Nous avons fait face à des défis, a-t-il poursuivi. Mais nous avons toujours fait passer la famille en premier. Et en regardant mon fils, Jake, je sais que l'avenir est entre de bonnes mains. Il a fait un geste vers Jake. Jake a fait un salut paresseux. Nous avons levé 5 millions d'euros ce soir, a annoncé Robert. Et je suis fier de dire que chaque centime ira à des causes méritantes. C'était mon signal. J'ai commencé à marcher le long de l'allée centrale. Mes pas étaient silencieux sur la moquette épaisse, mais ma présence était pesante. En fait, Robert, ai-je crié, ma voix coupant les applaudissements. Ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? La salle est devenue mortellement silencieuse. Les têtes se sont tournées. 300 paires d'yeux se sont fixés sur moi. Mon père a plissé les yeux contre le projecteur. Excusez-moi. Qui est-ce? La sécurité? J'ai continué à marcher. Je suis entré dans la lumière. Tu ne me reconnais pas, papa, ai-je demandé. Ça fait 10 ans. Je suppose que j'ai l'air un peu différent sans le bras cassé. Ma mère a lâché son bouquet. Les roses se sont dispersées sur le sol. Sa main a volé vers sa gorge. John. Un murmure a parcouru la foule. Le fils perdu. Celui qui s'était enfui. John, a dit mon père, la voix tremblante d'un mélange de choc et de rage. Qu'est-ce que tu fous ici? Sors. Sécurité, débarrassez-moi de cet intrus. 2 gardes de sécurité corpulents ont commencé à se diriger vers moi. Agent fédéral, ai-je crié, brandissant mon badge haut dans les airs. Quiconque me touche sera accusé d'entrave à la justice. Les gardes se sont figés. Ils ont regardé mon badge, puis mon père. Ils ont reculé. Ils n'étaient pas assez payés pour se battre contre les fédéraux. J'ai monté les marches de la scène. Je me suis tenu à 1,5 m d'eux, la même distance que cette nuit dans l'entrée. Mais maintenant, c'était moi qui avais le contrôle. C'est quoi ce délire? Jake s'est avancé, gonflant le torse. Tu crois qu'un faux badge nous fait peur? Dégage, minable. Je l'ai ignoré. J'ai regardé la foule. J'ai pris le micro sur le pied. Mesdames et messieurs, ai-je dit, ma voix stable et froide. Mon nom est John Sterling. Je suis procureur spécial pour le ministère de la Justice. Et ce soir, nous célébrons un genre d'anniversaire différent. J'ai sorti une télécommande de ma poche et je l'ai pointée vers l'écran de projection géant derrière eux, qui affichait le logo de la fondation. Clic. L'écran a changé. Ce n'était plus un logo. C'était une feuille de calcul. Le registre de l'ombre. Ceci, ai-je pointé, est un enregistrement de paiements illégaux effectués par la Fondation Sterling. Blanchiment d'argent pour le cartel. Pot de vin au juge Stevens. Pot de vin au chef de la police Higgins. J'ai vu le chef de la police au premier rang devenir livide et chercher la sortie. Asseyez-vous, chef, ai-je commandé. Mes hommes sont déjà aux portes. Des policiers d'État en tenue tactique ont fait irruption par les doubles portes, tapissant les murs. La salle a éclaté en halètements et en cris. Je me suis tourné vers mes parents. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air terrifiés. Vous avez menti à tout le monde, leur ai-je dit. Vous leur avez dit que j'étais un fugitif.
Vous leur avez dit que j'étais fou. Mais la vérité, c'est que vous avez jeté un jeune de 18 ans blessé sous la pluie pour protéger. J'ai pointé Jake, un prédateur, un agresseur. Clic. L'écran a changé à nouveau. C'était une vidéo. La vidéo de la caméra embarquée de la Lamborghini. Un fichier que Jake pensait avoir supprimé, mais le cloud n'oublie jamais. On y voyait Jake rire avec un ami. Vois sur la vidéo, Jake, ouais, je l'ai frappé. Et alors? Papa l'a payé pour qu'elle se taise. Je peux faire ce que je veux. Je suis un Sterling. On possède cette ville. La foule a halté. Un bruit collectif de dégoût a rempli la salle. Jake s'est jeté sur moi, je vais te tuer. Je n'ai pas bronché. Quand il a balancé son coup, je me suis décalé, j'ai attrapé son poignet le même mouvement qu'il utilisait sur moi il y a des années et j'ai tordu. Je l'ai plaqué face contre terre sur le sol de la scène. Vous avez le droit de rester silencieux, ai-je chuchoté à son oreille. Le détective Miller s'est précipité sur scène et a passé les menottes à Jake. Je me suis relevé et j'ai fait face à mes parents. Mon père tremblait. Ma mère pleurait. Pas des larmes factices cette fois, mais de vraies larmes de ruine. John a bégayé mon père. John, s'il te plaît. On peut en parler. On peut passer un marché. J'ai de l'argent. Je peux t'en donner la moitié. Éteins juste l'écran. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait traîné sur le sol. Je ne veux pas de ton argent, Robert, ai-je dit. Je veux ton héritage. J'ai sorti les mandats. Robert Sterling, Eleanor Sterling. Vous êtes en état d'arrestation pour racket, blanchiment d'argent, entrave à la justice et fraude caritative. Vos actifs ont été gelés. Vos comptes ont été saisis. Le spectacle est terminé. Ma mère a tendu la main vers moi, ses doigts tremblants. John, je suis ta mère. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Famille, ai-je demandé. Je n'ai pas de famille. Je me souviens d'une femme qui a jeté un sac en lambeaux dans une flaque d'eau et m'a dit que j'étais une ordure. Tu as fait ton choix cette nuit-là, Eleanor. Ce soir, je fais le mien. J'ai fait un signe aux officiers. Emmenez-les. Alors que la police les escortait hors de la scène sous les flashs des caméras capturant chaque seconde de leur humiliation, je n'ai ressenti aucune joie. J'ai ressenti une satisfaction profonde et lourde, comme si je déposais un poids que je portais depuis 10 ans. J'ai regardé la foule qui me fixait dans un silence stupéfait. Profitez du dessert, ai-je dit. J'ai entendu dire qu'il était payé avec de l'argent volé. J'ai lâché le micro. Il a frappé le sol avec un bruit sourd. La suite fut rapide et brutale. Parce que j'avais impliqué les fédéraux, aucun juge local ne pouvait les libérer sous caution. Ils se sont vus refuser toute libération, étant considérés comme risque de fuite grâce au compte aux Caïmans que j'avais découvert. Le lendemain matin, je me tenais sur le trottoir devant le manoir Sterling. C'était une scène chaotique. Les marshals américains étiquetaient tout. Des déménageurs sortaient des peintures, des statues, des meubles. Et puis, les voitures sont arrivées. J'ai regardé une dépanneuse accrocher la Rolls-Royce Cullinan. Mon père aimait cette voiture plus qu'il ne m'aimait. La voir traîner sur la rampe, couverte de poussière, semblait poétique. Puis vint la Lamborghini Urus, le monstre vert, le symbole de l'immunité de Jake. Elle a été chargée sur un plateau. Elle serait vendue aux enchères pour rembourser les victimes. J'ai senti une présence à côté de moi. C'était Martha, la gouvernante. « Tu l'as fait, Johnny » a-t-elle dit doucement. « Tu l'as vraiment fait. »« On l'a fait, Martha » ai-je dit. 2 jours plus tard, je suis allé leur rendre visite au centre de détention fédéral. Je n'étais pas obligé, mais j'avais besoin de clôturer tout ça. J'ai visité Jake en premier. Il était dans une cellule d'isolement parce qu'il avait déjà essayé de se battre avec un gardien. Il avait l'air pathétique dans sa combinaison orange, sans son gel, sans sa montre chère. Il m'a regardé à travers le plexiglas. « Tu crois que tu as gagné » a-t-il ricané, mais sa voix a craqué. « Quand je sortirai. »« Tu ne sortiras pas, Jake » ai-je dit en me penchant vers le micro. « J'ai trouvé l'argent de la drogue.
C'est un minimum obligatoire de 20 ans. Et avec les charges pour agression que j'ai réactivées, tu auras 50 ans avant de revoir le soleil. Et d'ici là, personne ne se souviendra de ton nom. Il a commencé à hurler, frappant ses poings contre la vitre. J'ai juste raccroché et je suis parti. Ensuite, je suis allé voir mes parents. Ils étaient dans une salle d'interrogatoire, assis à une table en métal. Ils semblaient rétrécis, vieillis de 10 ans en 2 jours. Quand je suis entré, mon père s'est levé. « John », a-t-il dit, essayant de retrouver une certaine autorité. « Tu dois arranger ça. Appelle le gouverneur. Dis-leur que c'était une erreur. » « Ce n'était pas une erreur, ai-je dit en m'asseyant. C'était la justice. Nous t'avons donné la vie, a sangloté ma mère. Comment peux-tu être si ingrat? Vous m'avez donné la vie, ai-je convenu. Et puis vous avez essayé de la détruire. Vous avez choisi un monstre plutôt que votre fils parce qu'il savait lancer un ballon et que j'étais juste un nerd. Vous avez privilégié l'image à la moralité. J'ai fouillé dans ma mallette. J'ai sorti une photo. C'était une photo de moi prise il y a 10 ans par un bénévole du refuge. J'étais maigre, sale, tenant ce sac de sport bleu en lambeaux. Je l'ai fait glisser sur la table. Vous m'avez jeté avec un sac d'ordures, ai-je dit. Alors, je vous rends l'appareil. La maison est partie. Les voitures sont parties. La fondation est partie. L'argent est parti. Vous êtes ruiné. Et vous allez mourir en prison. Mon père a regardé la photo. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, la réalité l'a frappé. Il n'était plus Robert Sterling le magnate. Il était juste un vieux criminel qui avait sous-estimé sa victime. Pourquoi, a-t-il murmuré. Pourquoi aller aussi loin? Parce que, ai-je dit en me levant et en boutonnant ma veste. Vous m'avez dit que je ne serais jamais rien. Je voulais juste vous montrer que je suis devenu la seule chose que vous ne pouviez pas acheter. Je me suis tourné vers la porte. John, a crié ma mère. John, attends. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte. Je les ai regardés une dernière fois. Je ne sais pas, ai-je dit, en faisant écho aux mots qu'elle m'avait dit cette nuit pluvieuse. Ce n'est pas mon problème. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi, dans le son métallique lourd d'un verrou qui se ferme. Mais cette fois, j'étais à l'extérieur et j'étais libre. Je suis sorti de la prison et je suis entré dans la lumière du soleil. L'air était chaud. Le ciel était bleu. J'ai pris une grande inspiration. C'était fini. Le fantôme de la nuit glaciale avait disparu. Le temps est une chose étrange. Quand je grelottais sous ce pont, 10 minutes ressemblaient à 10 ans. Mais l'année suivant l'arrestation de ma famille, tout a filé comme une rivière rapide, lavant la crasse du passé. Le procès fut le cirque médiatique auquel tout le monde s'attendait. Mes parents, Robert et Eleanor, se sont retournés l'un contre l'autre avec une méchanceté qui a choqué même les tabloïds. Il s'avère que la loyauté dans la famille Sterling était exactement ce que j'avais toujours suspecté, une transaction. Une fois que les comptes bancaires furent gelés et que les salaires cessèrent, l'amour s'évapora. Ma mère prétendait qu'elle était victime de la nature contrôlante de mon père. Mon père prétendait qu'elle était le cerveau derrière le blanchiment d'argent. Regarder ces gens se déchirer à la barre, s'accusant mutuellement pour éviter une peine plus longue, fut la confirmation finale dont j'avais besoin. Ils n'aimaient pas Jake. Ils ne s'aimaient pas. Ils aimaient seulement le reflet d'eux-mêmes qu'ils voyaient dans le miroir. Le jury n'a rien acheté de tout ça. Jake a été condamné à 25 ans. Le juge a ajouté une stipulation spéciale concernant la nature violente de ses crimes, garantissant qu'il ne serait pas éligible à une libération conditionnelle avant d'avoir presque 50 ans. Mes parents ont pris 15 ans chacun. Je me souviens être resté au fond de la salle d'audience quand le marteau est tombé. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas souri. J'ai juste expiré. C'était un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis mes 18 ans. Mais la vraie histoire n'est pas à propos de leur emprisonnement. C'est à propos de ce que j'ai fait de ma liberté. Après le procès, on m'a offert une promotion massive au ministère de la Justice. Ils voulaient faire de moi le visage de l'unité anticorruption ADC. Cela s'accompagnait d'un bureau d'angle, d'un salaire à 6 chiffres et d'assez de prestige pour enterrer mon passé à jamais.
J'ai refusé. Mon chef, l'agent Reynolds, a cru que j'étais fou. John, a-t-elle dit, vous êtes l'enfant prodige du département en ce moment. Vous pouvez choisir votre propre carrière. Je suis fatigué des enfants prodiges, ai-je dit. J'ai du travail à faire ici. Vous voyez, pendant l'enquête, nous avons saisi des millions d'actifs. La Lamborghini, la Rolls-Royce, le manoir, les bijoux, tout a été liquidé par l'État. En tant que principal lanceur d'alerte et enquêteur en chef, j'avais droit à un pourcentage des fonds récupérés. C'est une incitation gouvernementale standard pour encourager les gens à signaler les fraudes massives. Quand le chèque est arrivé, je l'ai fixé. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. C'était essentiellement mon héritage payé par les cendres de leur destruction. Mon premier instinct fut de le brûler. Cet argent était maudit. Il venait de pots de vin, de peur, de la souffrance de gens comme Sarah Martinez. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que M. Henderson, l'homme qui m'avait appris le droit dans le restaurant, disait, l'argent n'a pas d'âme, John. Il prend l'esprit de la main qui le tient. Alors, j'ai décidé de le nettoyer. J'ai acheté un bâtiment, pas un manoir. C'était un vieil entrepôt abandonné dans le quartier de la ville, le coin difficile, pas loin de là où je dormais dans la rue. J'ai embauché des entrepreneurs. J'ai embauché des enseignants. J'ai embauché des thérapeutes. Nous l'avons appelé le phare. Ce n'était pas juste un refuge. C'était un centre complet pour les jeunes à risque, spécifiquement ceux sortant du système de placement familial ou fuyant des foyers abusifs. Nous offrions des conseils juridiques aux enfants coincés dans des batailles de garde brutales. Nous fournissions des bourses d'études pour ceux qui avaient les notes mais pas l'argent. Nous leur donnions ce que je n'avais jamais eu, un filet de sécurité. Un après-midi, environ 6 mois après notre ouverture, je marchais dans le hall principal. J'ai vu un gamin assis dans le coin. Il avait peut-être 16 ans, maigre, portant un sweat trop grand pour lui. Il tenait son bras maladroitement contre sa poitrine. Je me suis approché et je me suis assis à côté de lui. Et, ai-je dit. Je m'appelle John. Il a sursauté. Je n'ai rien volé, a-t-il marmonné. Je sais, ai-je dit. Ton bras te fait mal? Il a baissé les yeux. Mon beau-père. Il s'est énervé parce que je n'avais pas bien lavé le camion. J'ai senti cette vieille rage jaillir dans ma poitrine, mais je l'ai étouffée. La rage n'aiderait pas ce gamin. L'action le ferait. Tu sais, ai-je dit en retroussant ma manche pour montrer la fine cicatrice chirurgicale sur mon avant-bras, là où les médecins avaient dû remettre mon os en place il y a des années, j'ai eu une cassure comme ça quand j'étais un peu plus âgé que toi. Ses yeux se sont agrandis. Ça fait un mal de chien, ai-je poursuivi. Mais l'os guérit plus fort qu'avant. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu es en sécurité ici, Léo. Nous avons une avocate dans l'équipe qui se spécialise là-dedans. Tu ne retourneras pas là-bas. Regardez Léo recevoir le plâtre dont il avait besoin, le regarder manger un repas chaud sans avoir à regarder par-dessus son épaule, c'était mieux que n'importe quelle victoire au tribunal. C'était ça, la vraie victoire. Et je n'ai pas fait ça seul. Sarah, l'amie avocate qui m'avait soutenu quand je n'étais personne, est devenue ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle a quitté son emploi en entreprise pour diriger la clinique juridique du phare. Nous passions nos journées à nous battre pour les enfants et nos nuits à essayer de comprendre comment cuisiner sans brûler l'appartement. Nous ne vivions pas dans un manoir. Nous avons acheté une maison à rénover, une petite maison avec 2 chambres et un grand porche. J'ai échangé la berline gouvernementale élégante contre un camion Ford F-150. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas flashy, mais ça pouvait transporter du bois pour le centre et des courses pour la banque alimentaire. C'était utile. Un soir, Sarah et moi étions assis sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de tons violet et orange. Tu as reçu une lettre aujourd'hui, a dit Sarah en me tendant une enveloppe. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était celle de ma mère. L'adresse de retour était le centre correctionnel fédéral. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai même pas hésité. J'ai pris un briquet dans ma poche, celui que j'utilisais pour le barbecue, et j'ai mis le feu au coin de l'enveloppe. Je l'ai déposé dans le cendrier en métal et j'ai regardé l'enveloppe se réduire en cendres. Tu ne veux pas savoir ce qu'elle a dit, a demandé Sarah doucement. Je le sais déjà,
ai-je dit. Elle veut de l'argent, ou elle veut le pardon, ou elle veut me blâmer. Peu importe. Ils n'ont plus le droit de vivre dans ma tête. Ils ne paient plus de loyer ici. Sarah a souri et a tendu la main pour prendre la mienne. Tu es un homme bon, John Sterling. Je travaille dessus, ai-je dit. J'ai fouillé dans ma poche. Je portais une petite boîte en velours depuis 3 semaines, attendant le bon moment. Il n'y avait pas de paparazzi ici, pas de grands gestes, pas de Rolls-Royce attendant de nous emmener, juste un Porsche, un chien aboyant au loin, et la femme qui m'avait vu quand j'étais invisible. Sarah, ai-je dit en glissant du banc sur un genou. Elle a halté, ses mains volant vers sa bouche. Je n'ai pas de dynastie à t'offrir, ai-je dit. Je n'ai pas d'empire. Mais je promets, je ne te laisserai jamais affronter la pluie seule. Veux-tu m'épouser? Elle n'a pas dit oui immédiatement. Elle m'a juste plaqué dans une étreinte qui a failli me faire tomber du Porsche. Nous nous sommes mariés 2 mois plus tard dans l'arrière-cour du phare. Les invités n'étaient pas des sénateurs ou des PDG. C'étaient les enfants du centre. Léo était mon porteur d'anneaux. Martha, la gouvernante qui avait sauvé le carnet, était assise au premier rang, pleurant dans un mouchoir. C'était le mariage le plus pauvre en termes de budget, mais le plus riche en termes d'amour. En dansant avec Sarah sous les guirlandes lumineuses, j'ai réalisé que mes parents avaient tort sur tout. Ils pensaient que le pouvoir venait de la peur. Ils pensaient que le respect était quelque chose que l'on achetait. Ils pensaient que l'héritage était un nom sur un bâtiment. Ils pourrissaient dans des cellules, divorcés, seuls, en faillite. Leurs amis les avaient abandonnés dès que l'acte d'accusation était tombé. J'étais en train de danser dans une arrière-cour entourée de gens qui recevraient une balle pour moi. Pas parce que je les payais, mais parce que je les servais. J'ai regardé ma montre. Une simple Timex, pas une Rolex. Il était temps de couper le gâteau. J'étais libre. Il y a quelques semaines, je suis allé faire un tour en voiture. J'ai dit à Sarah que j'avais une dernière course à faire. J'ai conduit mon camion jusqu'au vieux quartier. C'était étrange de voir à quel point tout semblait petit maintenant. Quand on est un gamin effrayé, le monde ressemble à un labyrinthe de géants. Quand on est un homme adulte qui a défié la corruption et gagné, ça ressemble juste à des banlieues. Je me suis garé devant le 1402 Oakwood Drive. Le manoir avait disparu. Après que la banque l'a saisi, ils ont essayé de le vendre, mais la réputation de la maison était si toxique, les rumeurs de la maison des secrets, que personne ne voulait y vivre. Finalement, un promoteur a acheté le terrain juste pour la valeur du lot. Ils avaient rasé la bâtisse. Là où le grand foyer se tenait autrefois, il n'y avait qu'un tas de terre. La fenêtre où Jake avait l'habitude de se moquer de moi n'était que de l'air vide. L'allée où mon père m'avait traîné était fissurée et envahie par les mauvaises herbes. J'ai coupé le moteur et je suis descendu. L'air était vif. Il ne pleuvait pas cette fois. J'ai marché jusqu'à l'endroit où j'ai calculé que la porte d'entrée se trouvait. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Je m'attendais à moitié à entendre les échos des cris, la douleur fantôme dans mon bras, mais il n'y avait rien. Juste le son du vent dans les arbres et une tondeuse au loin. Le monstre n'était plus réel. C'était juste une histoire. J'ai pensé au concept de l'enfant prodige. Mes parents avaient tout sacrifié, leur moralité, leurs finances, leur autre fils, pour construire un hôtel à Jake. Ils avaient déversé tous leurs espoirs, leur narcissisme et leur avidité en lui. Ils l'avaient protégé de chaque conséquence, isolé de chaque réalité. Et en faisant cela, ils l'avaient détruit. Jake n'a jamais appris à être un être humain. Il n'a jamais appris l'empathie, la résilience ou le travail acharné. C'était un produit. Et quand le produit est devenu défectueux, l'usine a fermé. D'une manière tordue, j'étais le chanceux. En me jetant dehors, en me brisant, ils m'ont forcé à me reconstruire. Ils m'ont fait le cadeau de la lutte. Ils m'ont appris à survivre au froid. Ils ont dépouillé mon droit de naissance et l'ont remplacé par la faim. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le garage. Je me suis souvenu de la Lamborghini, un symbole brillant de tout ce qui n'allait pas dans ma famille. J'ai donné un coup de pied dans un morceau de décombre. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne les haïssais plus. La haine demande de l'énergie. La haine vous oblige à vous soucier. Ce que je ressentais, c'était une pitié profonde et lointaine.
Ils étaient des figures tragiques dans une pièce dont ils ignoraient qu'elle était une tragédie. Ils pensaient être les rois et les reines, mais ils n'étaient que des bouffons. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de Sarah. Léo a reçu sa lettre d'acceptation au collège communautaire. On commande une pizza pour fêter ça. Rentre à la maison. Rentre à la maison. 2 mots simples, mais ils signifiaient plus pour moi que toute la fortune des sterling. J'ai regardé le terrain vide une dernière fois. Adieu, ai chuchoté, non pas à mes parents, mais au garçon qui vivait ici. Le garçon qui pensait ne rien valoir. Le garçon qui mendiait l'amour de gens capables seulement de transactions. Je me suis retourné et je suis retourné vers mon camion. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en partant. Il n'y avait rien derrière moi qui vaille la peine d'être regardé. La route devant moi était grande ouverte. Et pour la première fois de ma vie, je conduisais la voiture. Et voilà, mes amis, comment j'ai fait tomber la dynastie qui a essayé de m'effacer. Mais avant de partir, je veux vous laisser avec quelques pensées que j'ai apprises à la dure. D'abord, l'ADN ne fait pas une famille. Le simple fait de partager le sang de quelqu'un ne signifie pas que vous lui devez votre âme. Si votre famille est toxique, si elle vous abuse, si elle valorise son image plus que votre sécurité, vous avez tout à fait le droit de vous éloigner. Partir n'est pas abandonner, c'est survivre. Ensuite, l'enabling, le fait de couvrir protéger les comportements nocifs, est une forme d'abus. Mes parents pensaient aimer Jake en couvrant ses crimes. Ils ne le faisaient pas. Ils l'infantilisaient en supprimant toute conséquence. Ils ont fait de lui un monstre incapable de fonctionner en société. Le vrai amour implique la responsabilité. Et enfin, votre traumatisme n'est pas votre destin. Ils ont brisé mon bras et mon cœur, mais ils ne pouvaient pas briser mon esprit. Vous pouvez construire une vie magnifique à partir de pièces brisées. La meilleure vengeance n'est pas de les voir en menottes, bien que cela ait été satisfaisant. La meilleure vengeance, c'est d'être heureux. C'est guérir. C'est briser le cycle. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver? Ou peut-être avez-vous été le bouc émissaire dans votre famille? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires. Et si vous pensez que justice a été rendue dans cette histoire, laissez un simple bien dans les commentaires pour que je sache que nous sommes sur la même longueur d'onde. Restez fort, restez en sécurité, et rappelez-vous, vous définissez votre propre valeur. Merci d'avoir regardé.